Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci, ou bonsoir selon sur quel biorhythme vous êtes. Merci de venir assister avec nous à cette enquête, puisque c'est une question qui fait le titre de ce débat, la fantaisie mieux que la vraie vie. Ça se termine par un point d'interrogation. Vous aurez peut-être la réponse à la fin de cette table ronde. La réponse va vous être apportée ou pas. En tout cas, la question va vous être illustrée par deux autrices qui font autorité en matière de fantasy. Vous les connaissez puisque je pense que vous n'êtes pas là par hasard, même si elles sont traduites et publiées en France depuis cette année 2023. À ma droite s'est posée l'américaine Alex Astor qui vient vous voir pour le premier tome en France d'une saga qui s'appelle Lightlark, la couverture de droite sur l'image, et les deux livres sont ici, aux éditions Lumen. Et sur le canapé de votre gauche et de ma droite, s'est assise l'autrice Sapir Anglar, qui selon mes informations, nous vient d'Israël, c'est ça? Vous y êtes né et avez grandi, mais est-ce que vous y vivez toujours? Oui. Ok. Donc, comme quoi ce pays israélien, cette république, cette démocratie, ne produit pas que des séries télé, qui était le sujet d'un plateau que j'avais avant, mais aussi donc de la fantaisie. Et une des questions que moi je me poserai, on verra plus tard, mais ce sera justement en fonction des pays, de la société où vous vivez, Israël, les USA, la façon dont ils sont gouvernés, parce que les démocrates sont revenus au pouvoir aux USA, mais l'extrême droite est revenue au pouvoir en Israël. Voilà, c'est de ça aussi que l'on vient, et c'est de ces réalités politiques que naissent les imaginaires qui produisent toutes les fictions du monde. Il se trouve qu'ici, c'est les fantaisies, et donc dans ces acceptions, il est évidemment possible que la fantaisie soit mieux que la vraie vie. Nous avons aussi affaire à deux phénomènes des réseaux sociaux et des plateformes, et j'en terminerai par là mon introduction, puisque Alex Astor, vous aviez publié déjà un ou deux romans aux USA avant que beaucoup de personnes, 1,8 million de personnes, connaissent votre voix et votre visage sur TikTok, puisque en mars 2021, vous n'aviez pas encore commencé à écrire Lightlark, et vous avez lancé une sorte d'appel sur votre réseau TikTok, en demandant justement à votre fanbase si ça lui dirait de lire une saga qui se passerait dans une contrée imaginaire et où un archipel renaîtrait des bords des abîmes tous les 100 ans pour un tournoi entre des rois et des reines, etc. Et c'est parce que cet appel a été vu par, à ce moment-là, 1,8 million de personnes qu'un éditeur américain vous a fait signer un contrat pour que vous puissiez signer et écrire ces livres, qui sont donc devenus une saga. C'est aussi quelque chose du domaine des réseaux et des plateformes d'auto-publication ou d'auto-édition qui symbolise le phénomène dont vous venez, Sapir Anglar, puisque vous, qui avez étudié la musique, qui êtes aujourd'hui productrice de musique, mais aussi conférencière donc, et autrice, vous aviez commencé à écrire cette saga alors que vous faisiez votre service militaire, comme toutes les femmes citoyennes israéliennes pour Tsahal. Et puis, vous avez publié pour la première fois sur l'application de livres indépendante qui s'appelle Galatea, une application qui compte aujourd'hui plus de 125 millions de visiteurs, d'abonnés, etc. Et c'est eu égard au succès de cette auto-publication qu'ensuite, justement, des éditeurs, dont Hugo est le dernier en date en France, vous a fait aussi traduire pour être proposé à un autre lectorat. Voilà, je voulais présenter à la fois les phénomènes très contemporains
qui racontent le monde d'aujourd'hui, duquel sont issues nos deux autrices, et un peu leurs histoires. On est donc sur du domaine de la fantaisie. On va voir que c'est quelque chose qui, pour Light Lark, comme pour les loups du millénaire, sont du domaine de la fantaisie, mais aussi de la romance, un public considéré en France, du moins comme young adult. Mais donc, il y a le choix d'un genre, la fantaisie, total imaginaire. Un genre pour un écrivain ou une écrivaine, quand c'est qui choisit la littérature de science-fiction, de polar, donc d'énigmes, de fantasy, total imaginaire, ou la littérature politique, la politique fiction ou autre, c'est une clé pour rentrer. C'est le début de Once Upon a Time. C'est un peu le haut de Once Upon a Time. C'est ce qui, pour nous les journalistes, c'est un peu l'équivalent de l'angle dans un papier, selon qu'on commence par dire qui a fait ça, où ça s'est produit, quand ça s'est produit. On raconte la même chose, mais pas la même histoire, puisqu'on ne passe pas la caméra au même endroit. Le genre en littérature et l'angle en journalisme, c'est ça. Vous avez donc choisi, vous, la fantaisie. Je ne peux pas imaginer que c'est un hasard que vous ayez choisi la fantaisie. Pourquoi donc avez-vous choisi la fantaisie? Thank you so much, first of all, for having me, and thank you for coming to see us talk. I chose fantasy because I think that it is a great genre to explore human nature because we put our characters in situations that we personally would never be in. I'm never going to live on a cursed island where I'm connected to my people by my life. And so I think that you can pose really interesting questions about human nature and ethics and what you would do in that situation. But I also grew up, I'm Colombian, and I grew up hearing these stories that were fantastical and from my grandma and my mom that were passed down orally through a tradition. And I didn't recognize them as fantasy until I got older and read the genre. But those were the stories that inspired my love of storytelling. And so I think it was kind of natural for me to be writing that afterwards. Merci beaucoup tout d'abord de m'accueillir ce soir. J'ai choisi le genre de la fantaisie pour pouvoir, comme un angle pour pouvoir explorer la nature humaine. C'est ce que permet la fantaisie. Bien sûr, je ne vais jamais me retrouver dans la même situation que mes personnages, à régner sur un royaume, à être connecté à mon peuple par ma vie. Et pourtant, eh bien, ces genres nous permettent de réellement explorer la nature humaine. Et également, je suis d'origine colombienne et j'ai grandi avec les histoires que me racontaient ma mère et ma grand-mère. Et ces histoires qui baignaient dans l'imaginaire, j'ai identifié en fait qu'elles étaient liées au genre de la fantaisie uniquement quand j'avais déjà grandi. Et c'est vrai que je me sens très liée au genre de la fantaisie qui m'inspire beaucoup. Hi. Thank you for having me, first of all. I, as you said, grew up in Israel. And for all of you who might not know, it's a very non-calm state, and to say the least. And for me, fantasy was a way to escape when things got really hard. When I wrote that book, it was 9 years ago, and I was serving my military service. And it was a tough time for me, because military service is never easy, no matter the country. But in our country, you don't want to know. So fantasy was a way for me to escape all of this, and was a way for me to just let my mind, be somewhere else, while my real life was chaotic. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité d'être ici ce soir. Alors comme vous l'avez dit, je viens d'Israël et pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un pays qui est tout sauf calme. Et moi, j'ai choisi le genre de la fantaisie justement pour échapper à tout ça. J'ai écrit le premier tome il y a 9 ans. Et donc, comme vous l'avez dit, je faisais mon service militaire à l'époque. Donc, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas facile. Le service militaire, c'est jamais quelque chose de simple. Et en Israël, vous ne voulez pas savoir comment ça se passe.
Et donc, j'avais besoin de m'échapper un petit peu, et la fantaisie, c'était vraiment le but d'arriver à cela, de faire en sorte que mon esprit s'évade un petit peu des choses que je traversais et du chaos qui m'entourait. Alors, je vais présenter un tout petit peu les univers de vos livres pour vous demander ensuite, évidemment, comment est-ce que cet univers vous a été invoqué. Pour ce qui concerne les loups du millénaire, donc votre univers est le titre de votre premier tome et de la saga, je crois, Sapir Anglard. On a donc on a une Sienna qui est une loup-garou de 19 ans qui est adoptée par une famille dont la mère est un loup-garou et le père est un humain. Il y a une sœur, et puis on est dans une contrée où régulièrement, tous les ans, il y a une cérémonie qui s'appelle la cérémonie de la Hase, pendant laquelle les loups-garous choisissent un ou une partenaire. Mais il est pratiquement admis que aucun n'est vierge au moment où ils doivent choisir un partenaire. Sauf que notre Sienna, je ne spoile rien, hein. Tout ce que je dis, c'est le tout début du livre, où c'est le 4e de couverture. Elle a un secret qu'elle ne peut pas partager. Elle est vierge. Même ses parents ne le savent pas. Et donc, elle a peur d'aller à cette cérémonie, sauf qu'elle va rencontrer le mâle alpha un peu de la meute. Elle va en tomber amoureuse, mais il faudrait qu'elle puisse lui livrer son secret. Or, elle ne peut pas lui livrer son secret. Ça, c'est le début. Mais en tout cas, c'est le contexte dans lequel commencent ces loups du millénaire. Ce contexte, cet univers, où cette héroïne, comment est-ce qu'elle vous est apparue, d'autant plus donc qu'elle vous est apparue pendant que vous portiez les armes? Okay, so usually most teenagers or most young people, they lose their virginity when they're about like 16, 17, some older, you know. And when I was in the military, I was 19 years old, and I had not had that yet. And I remember being frustrated because everyone around me already had sex and already found their partners, and I felt like I was left behind. So I kind of like wanted to find write about someone who was going through the same experience as me. And yeah, that is basically how the main character came to me in that regard. Alors d'habitude, j'aurais tendance à dire que les adolescents, ou en tout cas les jeunes, perdent leur virginité autour de l'âge de 16-17 ans, peut-être un petit peu plus. Et moi, quand j'ai commencé à faire mon service militaire, donc j'avais 19 ans, et je n'avais pas encore traversé cette expérience. Et j'étais extrêmement frustrée parce que tout le monde autour de moi avait déjà vécu ça, avait déjà un compagnon, une compagne. Et donc, je me sentais vraiment isolée, et je voulais raconter un personnage qui traversait la même expérience que la mienne. Yes, and what you said. And in addition to that, I was also, you know, as all 19-year-olds, very frustrated. And because of that, I kind of used writing as my escapism to find a way to express what I couldn't really express because I felt no one around me would understand, because no one experienced that, at least around me, obviously, in the world. They are, but it was difficult, and a book helped me get through that in that regard. Et à l'âge de 19 ans, j'étais sexuellement très frustrée. Et écrire, pour moi, c'était vraiment le moyen non seulement de m'évader, mais aussi d'exprimer quelque chose que personne autour de moi n'aurait été capable de comprendre. Et le livre, le roman, m'a vraiment aidé à traverser ça. Et alors, pour les non-artistes que je suis et que certains d'entre nous sommes, est-ce que vous pouvez nous raconter le processus créatif par lequel, lorsque vous pensez à vos manques, à votre frustration, et puis à vous par rapport aux gens du même âge que vous qui ont vécu l'expérience sexuelle, par quelle opération vous en arrivez à penser à un loup-garou ou à une loup-garou? Il y a un univers comme ça? Well, it was the post-Twilight era. And like all
young people at that time. I was a fan, you know, Team Jacob somehow. And I remember it was a time when there was a surge in werewolf stories online, on all the platforms, you know, the popular platforms online. And I was like, yeah, I want to write about that myself. And I felt like that the werewolf genre kind of expressed what I was feeling the best way. Because vampires are depicted as these cold people, and humans are just, you know, humans, boring. And then there was werewolf, who were like very warm and very like passionate and very sexual, and it felt like it represented what I was trying to convey in my text the best way. Alors, la première chose, c'est qu'on était dans la période post-Twilight. Et donc, comme beaucoup de gens à l'époque, j'étais fan, pro-Jacob. Et j'avais fait beaucoup de recherches sur les plateformes en ligne qui parlaient de ce genre, des loups-garous. Et j'avais vraiment l'impression que c'était ça qui me permettrait d'exprimer exactement ce que je ressentais. Parce que bon, les vampires, ce sont des êtres froids. Les humains, ce sont des humains, donc bon, bof. Et les loups-garous, c'était vraiment quelque chose de chaleureux, de passionné, de sexuel. Et j'avais vraiment l'impression qu'avec ce genre d'univers, je pourrais traduire ce que j'étais en train de traverser. Alors, allons à la rencontre de ce qui se passe sur Lightlark, puisque Lightlark, c'est le nom de la saga, c'est donc aussi le nom de ce premier tome, mais c'est aussi le nom du lieu, qui est une île qui des fois va bien et qui des fois va mal. En tout cas, c'est une île qui n'apparaît que tous les 100 ans. Elle renaît un peu comme ça des profondeurs. Et pourquoi est-ce qu'elle renaît tous les 100 ans? Eh bien, c'est parce que dessus, il y a une espèce de King Academy, quoi, ou de Queen Academy, une espèce de compétition entre les 6 souverains des 6 royaumes qui forment cette île, qui s'appelle donc le Centenal. Et c'est une compétition avec un enjeu spécial, puisqu'il s'agit, de briser une malédiction. Cette malédiction, elle est que chaque fois, à l'occasion de cette compétition, un des 6 souverains subit un malheur, ou son peuple subit un malheur. Et donc la compétition, c'est en gros le maillon faible, mais version un peu King Academy, quoi. C'est voilà, trouver celui qui va perdre, et celui qui va perdre verra son royaume subir des privations de liberté, voire pire. C'est comme ça, et c'est sur ce principe et ce lieu que ça débute. Comment est-ce que ça vous a été invoqué? Comment ce lieu, il est né dans votre esprit? Et cette compétition? So I guess I've always loved islands, and maybe it's because I'm from Florida and it's not an island, but it's surrounded by water, because my other books that I wrote before Lightlark were also on an island. They're very different, but I always just love the idea of an island. I think it's like a concentrated place. It can be seen as a miniature of a society, and it's alone. And so I wanted to have an island, and I wanted to have curses, because I think the curses brought out both the best and the worst of the people who lived there. And then the idea of the game was just the ultimate pressure of putting all of these characters and all of these people through the worst possible thing they can imagine, knowing it's not only their life on the line, but it's their entire people. And so I just thought that that was really fascinating, and I wanted to play in that world with the magic and curses and the stakes so high, because whoever wins will win a lot of power. Whoever does not, their entire people could be gone. J'ai toujours beaucoup aimé les îles, peut-être parce que je viens de Floride, alors qui n'est pas une île, mais qui est entourée d'eau, et car les 2 livres précédents que j'ai publiés se passaient également sur une île. Donc j'ai toujours aimé cette idée des îles, ce concept d'île, parce que sur une île, eh bien, on peut voir ça comme la recréation d'une mini-société. Et donc j'avais envie de cette idée, de ce concept de l'île, et également du concept de malédiction, puisque les malédictions, eh bien, permettent de mettre en lumière à la fois le meilleur et le pire chez les personnes.
Et bien sûr, cette idée de compétition, vue comme une pression ultime, puisque eh bien, les malédictions, enfin l'enjeu de cette compétition joue eh bien, sur le pire et le meilleur qui peut arriver au souverain, notamment le fait que la malédiction n'affecte pas seulement le souverain lui-même, mais tout son peuple. Et donc, il y avait vraiment cette idée d'île et d'y apporter la magie et des enjeux très élevés. Et donc, l'héroïne, c'est donc elle-même une reine, dont on a l'impression qu'elle s'est toujours préparée. Alors, il y en a qui se préparent aux Jeux Olympiques, et ben, elle se prépare à donc cette compétition. C'est un peu à ça qu'elle est déterminée, même par sa propre famille. Qu'est-ce qu'il en adviendra ? Vous verrez en lisant. Mais cette fameuse reine Isla, comment est-ce qu'elle vous est née? Pourquoi elle? Et comment, à partir d'elle, vous avez composé ces sujets, justement? So I wanted Isla to be the main character because she is, when you learn a little bit into the book, I don't want to spoil it, but she's basically the worst person to go into this situation. And so I wanted to put the worst person because then she would really not only kind of suffer, but also have to come up with ways to make the situation easier. And also because she's not really like everyone else who's there, I thought that she would be a good representation of human feelings. This is all her first time seeing everything, being in a situation like this. So I thought that she would be a good mirror for the reader, since we are all humans. Je voulais en effet que Isla soit le personnage principal, car elle est en fait la pire candidate pour cette situation. Il était évident qu'elle n'allait pas seulement souffrir, mais qu'elle allait devoir lutter pour trouver une manière de s'en sortir. Et le fait qu'elle ne soit pas de base la personne idéale pour cette situation-là, eh bien, la rend très humaine. Et cela me permettait de faire en sorte qu'elle soit comme un miroir pour le lecteur. And how I thought of her people is I wanted her people to represent the very basis of life. They control nature, they control animals, but their curse was one of the worst ones, where they have to kill anyone they fall in love with, and they have to eat human hearts. And so I wanted to turn these beautiful people into what other people believed were monsters because of their curse. And so I thought it was important that she came from a background like that, because everyone kind of hates her and her people, but they don't really know her, and they definitely don't know her secret. Et en fait, j'ai créé son peuple d'une telle manière que je voulais qu'il représente tout ce qui forme la base de la vie, leur connexion à la nature, aux animaux. Et puis, cette malédiction qui fait qu'ils doivent tuer la personne aimée, qu'ils doivent manger des cœurs humains. Et tout cela fait en sorte que les autres les voient comme des monstres. Et donc, je voulais vraiment que ce personnage vienne de ce contexte-là. Et je vais vous reposer la même question sur votre héroïne. Alors, vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure, mais sur le genre d'individu, de protagoniste qu'elle est, puisqu'encore une fois, on est quelqu'un dont un des deux parents est humain, l'autre parent est loup. Pour elle, si elle obéit trop tôt à un instinct sexuel, ça signifie d'obéir trop tôt à un instinct d'animalité. On est donc sur une loup-garou qui ne veut pas céder à son instinct, à son côté animal, comme si ça représentait son propre côté obscur, justement. Comment est-ce que, à partir du moment où vous aviez décidé que, par rapport à votre propre manque à vous, vous alliez créer
un personnage équivalent qui serait un loup-garou. Comment est-ce que vous l'avez habité, justement, ce personnage? Comment est-ce que vous l'avez composé? Parce que c'est quand même fin, c'est quand même précis. On est sur quelqu'un qui nous montre rapidement que pour elle, l'instinct de sexe, c'est l'instinct d'animalité, c'est son côté obscur. Comment est-ce que tout ça, vous l'avez psychologiquement et donc littérairement façonné? Good question. So when I build her character, usually I'm the type of person who writes as I go. I don't plan anything ahead. I like to surprise myself. I like to see where the book takes me. So when I started writing her, I was mostly just thinking that this girl has to be stubborn as hell. That it wouldn't work otherwise. She has to be like, you know, kind of like eyes on the prize, but the prize is the opposite of what it's supposed to be. So in her case, I wrote her in a way that I imagined I have a friend she reminds me of. And I kind of leaned onto how the character that my friend is. And I took it as inspiration to, you know, just write and construct the character. And of course also, do you want me to stop? Alors, généralement, ce que je fais, c'est que j'écris au fil de l'eau. J'aime bien me laisser surprendre par ce qui va arriver et je laisse un peu le roman me guider dans mon écriture. Alors au départ, pour le personnage, j'ai choisi, je savais qu'il fallait qu'elle soit ultra têtue parce que sinon ça ne marcherait absolument pas. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, elle sait exactement ce qu'elle veut, sauf que ce qu'elle veut est l'opposé absolu de ce à quoi on s'attend. Et pour ce qui est de la manière dont je l'ai façonnée, je me suis appuyée sur la personnalité d'une amie. Et ça a été la source première de mon inspiration. So yes, so that friend of mine has this like super passionate personality, and I remember being jealous of that kind of personality myself because I was like this shy little girl who had nothing, nothing went going on, just like sitting in my military service, just thinking about whatever. And I remember just like being like writing the character by thinking. If I were to act like that friend of mine, how it would be. And yeah, and the result is either a disaster or either you like her. I don't know. It's up to you. Et donc cette amie, sa particularité, c'est d'être vraiment extraordinairement passionnée. Et je dois dire que j'étais un peu jalouse parce que moi-même, j'étais quelqu'un de relativement timide et il ne se passait jamais rien dans ma vie. Moi, je me contentais de faire mon service militaire et il ne se passait rien. Et donc, j'ai écrit ce personnage en me disant à chaque fois qu'est-ce qu'elle ferait. Qu'est-ce qu'elle ferait à ce moment-là? Et voilà, le résultat, soit vous allez trouver ça absolument atroce, soit vous allez l'adorer, c'est à vous de voir. Vous disiez, je planifie rien, j'écris au fil de l'eau et je laisse le roman me guider. Je reprends vos propres mots. On aurait presque envie de vous croire, mais juste presque. Parce que certes, sûrement, peut-être pour l'écriture, ça peut marcher comme ça, pour une écriture fictionnelle. Mais j'ai un peu de mal à croire, sans que vous le preniez mal, qu'on peut choisir de composer une saga, un cycle, juste en se laissant guider. J'ai quand même l'impression que vous planifiez plus que ça, non? So let me reiterate by saying the first book was the one I did not plan. Yes. Alors, le premier roman, je ne l'ai pas du tout planifié. Yes, the others, obviously, they had to go. I mean, initially, it was only meant to be one book. That it became a series was kind of like, I like to say it went out of hand. It just happened. And that's when I had to, of course, start and plan, which did not come naturally to me. I'm not good at these kind of things. But I mean, again, the first book I just let write itself, and then the rest was, you know, mostly planned ahead of time.
unfortunately for me. Alors, vraiment, au départ, ça ne devait être qu'un seul roman. Donc le premier, non, j'ai vraiment pas planifié les choses. Et pour le reste, pour ce qui est de l'aspect saga, ben j'ai envie de dire, j'ai perdu le contrôle du roman. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai été obligée de me mettre à planifier. Et je dois vous dire que ça ne m'est pas du tout venu naturellement. C'est très difficile pour moi de faire comme ça. Mais donc je dirais, le premier roman, c'est écrit tout seul. Et la suite, ben, il a bien fallu que je me mette à planifier. Et bon, malheureusement, j'ai presque envie de dire. Je précise juste que la suite, on va la lire bientôt en France, puisque le premier tome dont vous parlez, il est paru là en ce mois d'avril chez Hugo, et le tome 2 pardon, est prévu, si je ne me trompe, pour le 10 mai, hein, toujours chez Hugo, dans sa traduction française. C'est bien ça? Yes. Ok. Je vais vous poser aussi la question sur comment est-ce que vous planifiez à votre façon, Alex Aster, puisque vous aussi, donc, c'est destiné à être une saga, hein, Light Lark. Est-ce que vous pouvez nous dire en combien de volumes c'est prévu, ou alors en combien de volumes vous avez envie que ça se passe? Et enfin, voilà, première question. So I similarly, I hated doing outlines before. For my first 2 books that were published, I'd never had an outline. I thought it took the magic out of writing. It kind of does a little bit, but Preach. yes. But for Light Lark, I knew from the beginning I really wanted to have big plot twists, and I didn't think I could pull that off unless I knew everything that would happen. And then with the 6 rulers, I knew that I had to have secrets, and then I had to figure out who has secrets, who knows these secrets, what does the main character know, what does the reader know. And so to do that, I needed an outline. So it was the first time I ever made one, and now I make them for all the books for the reasons that you described. We kind of, as a series, you have to, the publishers ask you for it, like it's for more reasons than just writing the book. But yes, and I can't answer how many books it will be. I know, but I'm just not allowed to say it. I wish I could, but yeah, the second one comes out this year. Eh bien, moi aussi, je détestais faire des plans avant. Pour les 2 premiers livres que j'ai publiés, eh bien, je ne faisais pas de plans. Je trouvais que ça cassait un petit peu la magie de l'écriture. Voilà, je trouve que c'est un peu le cas. Mais pour Light Lark, eh bien, dès le début, je savais que je voulais qu'il y ait de nombreux retournements de situation. Et donc je savais qu'il n'était pas possible de se lancer sans plan. Et il y avait également beaucoup de secrets, donc il fallait que j'établisse qui allait avoir des secrets, qui serait au courant de quoi, qu'est-ce que saurait le personnage principal, qu'est-ce que saurait le lecteur et à quel moment, etc. Et donc Light Lark, c'est la première fois que j'ai réellement travaillé avec un plan, et maintenant ça me semble beaucoup plus naturel de procéder ainsi. De plus, lorsqu'on est suivi par un éditeur, eh bien, c'est vrai que souvent on nous demande d'avoir ce genre d'éléments. Et ensuite, pour votre question de savoir combien de tomes il y aura, eh bien, je ne peux pas tout vous révéler, mais je peux vous dire en tout cas vous pouvez tout nous révéler. Mais je peux en tout cas vous dire qu'en effet, un tome 2 sort très prochainement. Quand on s'appelle Alex Aster et qu'on sait qu'on a compris, qu'on a écouté ses personnages ou son histoire et qu'on sait qu'on va faire une saga en... enfin, vous direz plus tard. Aujourd'hui, mais plus tard. Comment est-ce que ça développe ensuite votre confiance dans vos personnages, la volonté de les creuser, votre peut-être liberté, votre confiance ne serait-ce qu'en votre écriture d'ailleurs? À partir du moment où on sait qu'on est parti pour plusieurs livres, qu'est-ce que ça génère en termes de liberté, de confiance, d'investissement, de travail sur ses propres personnages ou sur son univers?
So I think when I was writing the first book, I didn't know anything because I didn't have a publisher, and so I didn't know if anyone would even read the first one. But then when I was editing it, I knew that it would be at least 2 books. So I was able to, I tried to write the first book in a way that it could be contained and it could exist by itself. The ending has a cliffhanger, but it could potentially exist by itself. But I built up, and at that point I knew what would happen next to the characters. I just didn't know if I would be able to show it. So I tried to build it, the Centennial, like the game in the book is a great structure, and it's not repeated in the second book. And so I knew what would happen, and I kind of laid the foundation. I just didn't know if I would be able to explore that until I knew that there would be more to write. Eh bien, lorsque j'ai écrit en fait le premier tome, au tout début, pour les premières versions que j'ai écrites, eh bien, je n'avais même pas encore d'éditeur. Et donc, je ne savais pas encore qu'il pourrait y avoir 2 tomes. Et donc, j'ai essayé en fait de créer un premier tome qui pourrait en effet avoir une suite. En effet, il y a un cliffhanger à la fin, mais je voulais en même temps qu'il se tienne de manière indépendante. Je savais, moi, en tant qu'autrice, ce qu'il allait arriver au personnage dans la suite. Mais je ne savais pas si je serais en mesure de pouvoir partager ces informations-là avec les lecteurs en publiant un second tome. Donc, il était important pour moi de permettre en fait l'établissement d'une base, des fondations pour un second tome, tout en créant quelque chose qui puisse également être indépendant. Je vais vous poser la même question à vous, Sapir Anglars. Une fois que vous avez pareil, écoutez vos propres préoccupations, obsessions, vos personnages, et que vous avez compris que c'était parti pour plusieurs volumes, qu'avez-vous acquis comme confiance en votre écriture? Qu'est-ce que ça a libéré pour imaginer, parce que là on est sur une littérature dite de l'imaginaire, qu'est-ce que ça a libéré justement dans votre imaginaire? So as I said before, the other 6 books of this series were not planned. So many things happened when I realized that I was about to write more books. It was after the first book was already done and already published on the app. And once I realized that there are more books to come, because obviously people really liked the first book, and I felt, yeah, I need to give them more. It was actually pretty scary in many ways, because I haven't written any series before. I only wrote standalones, and thinking that I had to kind of expand the world and expand on the characters, which I felt were kind of like settled after the first book. It was like, okay, how am I going to make the reader believe that these characters are there now and like mentally in that place that they go to in different books. And it was hard, and it did not feel as free as it might be, but after the second book it became a bit easier for me to expect and to plan ahead better than before. Alors encore une fois, donc au tout début, pour le premier roman, rien n'était planifié. Et ce n'est qu'après la publication du premier roman que je me suis rendu compte qu'il y aurait plus, que ça deviendrait une saga. Je m'en suis rendu compte en fait parce que les gens qui ont lu le premier ont adoré. Il y a eu vraiment des réponses très positives et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en donne plus. Et honnêtement, au départ, c'était relativement effrayant. Je n'avais jamais écrit de saga auparavant. J'avais écrit des romans, mais qui étaient des romans tout à fait indépendants les uns des autres. Et devoir d'un coup élargir un univers et des personnages que j'avais déjà définis très clairement dans un premier roman, c'était assez inconfortable. Voilà, il fallait que je trouve le moyen de les faire évoluer, et il fallait donc que je réponde à la question de comment faire. Donc c'était pas un processus aussi libérateur que ce qu'on pourrait penser,
Et c'est en fait après le deuxième roman que j'ai commencé à m'habituer à cette manière d'anticiper et de planifier. C'est à ce moment-là que ça m'est devenu plus facile. Alors, dernière question avant de vous passer la parole, mesdames, messieurs, pour si jamais vous avez, vous, des réactions ou des questions, sur vraiment d'où viennent ces séries, d'où viennent cet imaginaire. Je parlais du lien entre le contexte contemporain des endroits où vous vivez, et donc je voudrais vous poser la question sur est-ce qu'il y a une influence justement sur ce qui se passe sur ce terrain. Vous habitez, Alex Aster, en Floride, disiez-vous à l'instant, c'est-à-dire que vous habitez dans l'État américain où Donald Trump a sa résidence, puisque Mar-a-Lago, sa résidence est en Floride, qui n'est pas l'État le plus progressiste ni des États-Unis ni du monde. Et je disais aussi, donc vous disiez, pardon, Sapir Anglar, que vous êtes né et vivez toujours en Israël, qui est sans conteste une démocratie, sans conteste aucune, mais par contre qui fait partie de ces pays, ça n'est pas le seul, tragiquement, qui est récemment revenu sous le joug de l'extrême droite. J'en veux pour preuve, on a quand même un de ces ministres qui est tout à fait officiellement transphobe, homophobe, et puis bon, on n'est quand même pas sur le gouvernement le plus ami avec les Palestiniens. C'est quand même une certaine forme d'extrême droite. Dans ces contextes-là, je ne sais pas si vous êtes très politisé ou pas, en quoi ça peut éventuellement vous influencer, mais en tout cas, est-ce que ce son du monde qui est le vôtre en Floride et dans cette zone du monde où il y a le tragique conflit israélo-palestinien, est-ce que d'écrire de la littérature, encore une fois, dite de l'imaginaire total, est-ce que c'est une manière de vous en échapper ou est-ce que c'est une manière justement d'aller y chercher d'autres réponses? Okay. So I grew up in Florida, but I live in New York, and I've lived away from Florida since I was 18, so about 10 years now. And I live in New York, which is very progressive, and I'm progressive. But I do think that fantasy is a really interesting way to explore politics, and that's actually a big theme in the second book, because in this world of Lightlark, everyone is born the ruler because they are by their blood, and everyone is connected, and so no one can really oppose the ruler, because if they try to form a coup and they kill the ruler, everyone else dies. So it's almost like the ultimate monarchy, right? And so that is a theme that I'm exploring, because one of the realms in Lightlark, the Skylings, they've tried to have a democracy, and that's mentioned in the first book, where they are trying the best they can to have representatives and elected people, and that's very different from the other realms. And so that's something that further gets explored in the second book, because Isla is the ruler of Wildling, and she never wanted to be, and she recognizes she's not the best person for the job. And so should she actually be the ruler? Is there another way to rule? Is there another path forward for these characters, especially in the new world that they find themselves in the second book after the events of the first one? So I definitely think that all fantasy is political, because it either reflects our world or it doesn't, and we have to make deliberate choices about how we form our world and how our characters respond to it. Alors en fait, pour préciser les choses, j'ai grandi en Floride, mais je vis maintenant à New York depuis des années, qui est donc un État très progressiste. Voilà pour cette parenthèse. Et ensuite, en effet, je trouve que la fantaisie est très intéressante pour pouvoir explorer des questions politiques. Et c'est d'ailleurs un des thèmes qui sera beaucoup exploré dans le tome 2. En effet, dans le monde de Lightlark, les souverains sont liés à leur peuple par le sang. Et c'est comme une monarchie ultime, puisque si le peuple tue son souverain, ou en tout cas si le souverain est tué, eh bien c'est le peuple entier qui disparaît. Donc on peut parler de monarchie ultime. Et j'explore ce sujet-là dans le livre,
Dans le premier tome, on évoque le fait que l'un des royaumes fait cet essai de la démocratie. Et cela va être développé dans le deuxième tome. Il y a aussi l'idée que Isla est une reine, une souveraine. Elle règne donc sur le peuple sauvage. Mais c'est un pouvoir qu'elle n'a jamais voulu et dont elle ne se sent pas forcément la meilleure représentante. Il va être intéressant de pouvoir explorer de nouvelles facettes dans ce nouveau monde qui apparaît après les événements qui ont lieu dans le premier tome. Et c'est vrai que la fantasy est un genre qui nous impose de faire le choix que le monde que nous créons soit représentatif ou au contraire qu'il s'éloigne du monde réel et du monde politique que nous connaissons. Et il est intéressant de voir comment les personnages vont réagir aux choix politiques qui sont faits dans les livres. So, questions about Israel tend to get political. I mean, you know, it's the country. When I write any book that I write, basically, I don't know how the political state in Israel affects me. You know, it's usually in the subconscious rather than in the forefront of my mind. I do know that the topic that is most close to me, you know, there are a lot of topics in Israel that we can talk about, but the closest to me is the whole women agenda in Israel, because the religion is so close to the country and everything, and women rights is a thing in Israel that still people are fighting for. So in my book, in this book specifically, it's the both main characters, they represent the good and bad sides of both men and women in that kind of conflict, we can say. Obviously, I hope they present the good part more, because I think that this whole you know, war of the sexes and everything that goes on in that regard is extremely interesting in many ways, and in Israel even more so because of the close we are getting to religion, you know, especially now, as you said, with the far right. And in my book, I try to represent that, I guess, in a way. I made this woman character who is super stubborn, can get even more like annoying, even toxic in many ways. And the guy is like starts off as like this hyper masculine guy, and then he like softens up and becomes more, I don't want to say feminine, but more of a person rather than, you know, the mask that he puts on. So I guess that kind of influenced my writing in that sense, if that makes sense. Alors évidemment, quand on parle d'Israël, ça devient tout de suite très politique. Je dirais que dans mes livres, de manière générale, je n'ai pas l'impression de consciemment apporter des sujets liés à Israël. Je pense que c'est plutôt du domaine de l'inconscient. En revanche, ce que je peux dire, c'est que le sujet qui me touche le plus, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de sujets à aborder quand on parle d'Israël, mais donc le sujet qui me touche le plus, c'est le sujet des femmes, surtout dans le contexte religieux. Je dirais que le droit des femmes, c'est toujours une lutte dans ce pays. Et donc, effectivement, mes deux personnages principaux, donc le garçon et la fille, portent les traits, les meilleurs et les pires de l'homme et de la femme, de manière générale. Et j'espère, bien sûr, que le meilleur l'emporte. Mais en tout cas, cette guerre des sexes
je trouve qu'elle est particulièrement intéressante à explorer, surtout dans le contexte religieux et dans ce contexte où l'extrême droite refait surface. Et donc on a une personnage qui est extraordinairement libre et qui parfois peut devenir carrément toxique, et on a un personnage qui au départ est hyper masculin et qui au fur et à mesure montre un visage plus humain, plus équilibré. Et donc je pense que sans doute en ça, la réalité en Israël influence mon écriture. Est-ce qu'il y a, mesdames et messieurs, parmi vous, alors je ne pense pas qu'on aura le temps de prendre plus qu'une question ou réaction, donc c'est le moment ou jamais. Oui. Mais par contre, non, vous n'avez pas levé la main Pardon. Par contre, il faut vous approcher pour que je vous passe le micro, s'il vous plaît, pour que tout le monde entende, et y compris les interprètes. Bonjour, j'ai une question pour Alex Aster. Quels ont été les auteurs ou autrices qui vous ont inspiré pour écrire Lightlar? Hi, thank you so much for your question. So Meg Cabot is one of the authors that inspired me to become a writer. She wrote The Princess Diaries, but also the Mediator series and another series that's not very popular but changed my life because it made me want to write books. And so she influenced me to want to become an author when I was 12. But in terms of specifically Lightlark, I grew up in the Twilight, Hunger Games, Divergent, all those big movies and books that just made me fall in love with writing. And so I was just trying to write something that I wanted to read. And so I think I was inspired by all of those big fantastical worlds that were kind of like a home for me when I was growing up, and they were the places that I would escape to and make me forget all my problems. So I think any of the big series like Shatter Me, and all of those have shaped me as an author, and especially Lightlark. Thank you. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette question. Je veux d'abord citer Meg Cabot, qui est une autrice qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a donné envie de devenir autrice également. Elle a notamment écrit la série Journal d'une princesse, mais également The Mediator, et puis d'autres séries aussi, qui m'ont réellement inspirée et qui m'ont donné envie de devenir autrice dès l'âge de 12 ans. Et plus spécifiquement pour Lightlark, j'ai grandi avec des lectures comme Twilight, Hunger Games, Divergente, des séries qui m'ont vraiment fait tomber encore plus amoureuse de l'écriture, et puis de ces mondes fantastiques qui ont été comme un refuge pour moi et qui m'ont permis d'échapper à mes problèmes en grandissant. Je pense également à des livres comme Shatter Me, traduit par Insaisissable en français, qui m'ont inspirée en tant qu'autrice et qui ont pu également inspirer Lightlark. Eh bien, c'est sur ces inspirations justement qu'on va refermer cette parenthèse pour ce début de soirée de vendredi. Je vous remontre juste les ouvrages dont on a parlé. Alors, il y a 2 livres d'Alex Aster. N'allez pas croire malheureusement que c'est le 1 et le 2. Il y a juste le 1. Il y a juste 2 éditions. Cette édition vraiment très très belle, elle est très collector. Et l'édition qui était parue en première, on m'a dit que la dédicace était encore mieux et encore plus belle si on prenait cette édition-là. Donc voilà, je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Juste dire, dans une traduction de l'américain par Cécile Morzel et Sarah Dali, donc c'est paru aux éditions Lumen. Et je vais juste, s'il vous plaît, me permettre de prendre en main l'ouvrage pour pouvoir citer aussi le ou les traducteurs donc de ce premier tome aussi, Les loups du millénaire, donc de Sapir à Anglard, qui est paru aux éditions Hugo et qui est traduit par Anaïs Papillon, également de l'anglais, puisque donc vous écrivez en anglais, ou alors ça a été traduit de la... D'accord, c'était important aussi de voir de quelle langue ça venait. Merci à Maëlle et Marie, grâce à qui ont pu avoir eu lieu ces échanges, parce que vous avez été les interprètes justement et les voix françaises de nos autrices. Je vous remercie donc toutes les 4 mesdames, je vous remercie toutes et tous mesdames, messieurs. Merci aux régisseurs et aux personnes qui font que nous on peut monter serein sur scène. C'est aussi grâce à ces personnes-là que ces débats, ces échanges ont lieu. Merci et bon week-end.